Bonsoir, salam alaikum, mesdames et messieurs, chers amis, chers invités. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission à France Média TV. Avec mon ami Mourad Yozgat, nous essayons d'animer donc les émissions de télé tous les lundis soirs à 20 h. Et ce soir, nous avons donc deux nouveaux invités que je vais présenter très rapidement. Donc, le président de l'association des Compagnons de l'Espoir, Aziz Ajaoun. Bonsoir. Et Yanis Mahil, islamologue. Bonsoir. Voilà. Alors nous allons très rapidement rentrer dans le vif du sujet en posant des questions bien entendu d'actualité. Mais d'abord, dans un premier temps, je vais demander à nos invités de se présenter parce que Aziz fait partie d'une nouvelle association dans le paysage strasbourgeois, une association qui n'est pas un peu dans l'ordinaire, qui a un objectif un peu différent, mais qui a un objectif très onéreux et très notable, ou très important, très honorable. Très honorable, oui. Voilà, donc si tu peux nous présenter ton association. Ben, c'est très simple, en vérité, l'association des Compagnons de l'Espoir, il y a 4 ans, on était parti d'un constat que le dimanche, il n'y avait pas grand-chose qui était fait sur la ville de Strasbourg pour les SDF ou en direction des SDF. Donc, quelques personnes s'étaient réunies et avaient lancé une quête ou une collecte de produits d'hygiène en direction pour distribuer pour les SDF. Donc, on est resté comme ça pendant quelques temps en tant qu'action citoyenne, sans vraiment être structuré. Au bout d'1 an et demi, on s'est constitué en association, c'est-à-dire il y a eu un président, machin, etc. Mais voilà, donc l'objectif premier de cette association-là, c'était de distribuer des repas, des produits d'hygiène, aller à la rencontre des personnes qui sont à la marge de la société, parce que parfois c'est pas tant qu'ils soient démunis qui posent... c'est pas ça la précarité. La précarité, c'est le fait qu'ils soient à la marge de la société. Parfois, ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas comment faire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, ces personnes-là, nous, on va à leur rencontre. Donc, du coup, on a créé des liens pendant ces 4 années avec les personnes qui sont dans la rue. On a pu voir quand même des profils psychologiques différents, des profils différents, enfin, de personnes. On a fait des belles rencontres. Voilà, donc, et voilà, on est là tous les dimanches sur le terrain. Et on distribue, on touche un large public. Combien de personnes vous touchez en moins? C'est-à-dire tous les dimanches après-midi, quand vous faites vos dons, oui, à travers vos collectes, combien de personnes vous touchez? En pleine saison, ça peut aller, vraiment quand on est dans le dur, c'est 250 personnes au point fixe. La saison, c'est quoi? C'est quand? C'est l'hiver plutôt? Mais écoutez, nous, on travaille sur toute l'année. On est sur 12 mois, mais je veux dire, le point fixe, en règle générale, on l'a établi que pour la période hivernale. Et juste le profil de personne, c'est-à-dire, je peux comprendre que vous êtes un peu dans le secret professionnel, parce que c'est un public qui est en difficulté. Et c'est quelle typologie, c'est-à-dire quel type d'âge vous avez? De quel âge à quel âge? Vous avez tout public, tous origines, différents alors les origines, contrairement à ce que j'aurais pu penser moi, alors ça, il y a de tout. Alors, oui, il y a de toutes origines, c'est-à-dire un français, français de souche, on peut dire ça comme ça, des maghrébins, des asiatiques. Asiatiques, j'en ai pas vu trop, mais il y en a. Des pays de l'Est. Beaucoup de gens de pays de l'Est. D'ailleurs, on a eu un afflux assez conséquent ces derniers temps de réfugiés qui arrivent des pays de l'Est. Hein, Arménie, Albanie, Macédoine, Tchétchénie. On a des Russes, on a des Polonais, on a des Tchèques. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à une ou deux fois à quand vous faisiez votre distribution. Oui. Donc, si je ne me trompe pas, c'est près du quai des... Alors, c'est le lieu de distribution où on a le point fixe, c'est le quai Cor. C'est à quelques mètres de la Régalia, en face du Crous.
enfin l'ancienne. À proximité de la station tram Gallia. Tout à fait, voilà. Par contre, l'autre question qui m'interpelle, moi, je trouve que c'est ce que je disais, c'est que c'est un travail très honorable. Et votre objectif, je veux dire, c'est un objectif qui est très, très louable. Mhm. L'organisation, les bénévoles, c'est-à-dire, je pense qu'il y a toute une organisation derrière tout ça, parce que c'est pas évident. Faire des collectes, collectes de dons auprès des commerçants, les familles, l'organisation, se préparer le dimanche matin, même si c'est une fois par semaine, je pense que c'est un travail quand même qui est colossal. C'est un travail qui est réparti sur toute la semaine, puisque le lundi ou le mardi, généralement, nous on travaille sur un menu collaboratif en début de semaine, ou voire lundi, mardi, où on présente nos besoins pour le dimanche qui vient. Donc on a besoin de tant et tant de choses, tant et tant de choses, et puis les gens, comme c'est un menu collaboratif, participent, mettent la pierre à l'édifice de la solidarité en vérité. Et je pense que c'est ça notre force, c'est le fait de faire participer les gens qui n'ont peut-être pas l'opportunité de participer à une action caritative. Et qui font un don. Et là, ils font un don, et il y a une totale transparence puisque le don est redistribué le dimanche même, dans la semaine. Une petite question, Aziz. Oui. Pourquoi vous avez choisi d'ouvrir une autre association alors qu'il y a d'autres associations qui font déjà ce travail, comme le Resto du Cœur, au lieu d'élargir les rangs du Resto du Cœur, pourquoi vous avez choisi de créer cette association, les Compagnons de l'Espoir? Les Compagnons de l'Espoir. Alors moi, si vous me demandez à moi personnellement, en tout cas, on te demande, t'es le président. Moi, je pense que, de ce que j'ai pu ressentir, c'est que il y a quelques années, l'engagement humanitaire dans la communauté musulmane n'était pas. Il n'y avait pas cet engagement comme il est aujourd'hui. Il n'y a pas cette dynamique, on va dire. On ne le voyait pas. Exactement. On ne le voyait pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de musulmans qui sont dans des différentes associations comme le Resto du Cœur, où ils donnent un coup de main à ce genre d'association. L'objectif, c'était de montrer aussi la vitrine du côté... oui, tout à fait. Puisque notre association, même si, bien sûr, nous ne sommes pas une association musulmane. Enfin, nous ne le revendiquons pas en tant que tel. Mais nous avons une éthique musulmane sur laquelle nous voulons... Nous avons nos valeurs, nous avons nos convictions, mais nous faisons partie de ce pays, avec ses valeurs aussi, et tout, etc. Nous sommes les fils de la République, mais nous avons nos valeurs et nos convictions qui vont dans le sens de cette société-là. Nous voulons faire avancer cette société qui est la société française. Voilà. D'accord. Et donc, je veux dire, je pense que vous avez une autorisation pour utiliser les quais et corps. Je pense qu'il y a une autorisation préfectorale ou municipale, je ne sais pas. Que vous êtes en contact avec les principaux intéressés, à savoir les services sociaux, peut-être de la ville de Strasbourg, de la préfecture. Je veux dire que vous ne faites pas ça dans votre coin, mais vous le faites. Non, on le fait en partenariat, non, mais en tout cas, puisque quand je dis en partenariat, nous, on n'est pas subventionné par la ville, ni par aucun collectivité territoriale. Voilà, les finances, on s'autofinance. Voilà. Il y a que les adhérents qui... je vais aller plus loin. C'est pas les adhérents, c'est les donateurs. C'est que on travaille qu'avec des dons. Et tout à fait, nous, on est en relation avec les personnes de la ville parce que quand on a dû établir le point fixe au Quai Corps, à la ville de Strasbourg, on a dû rencontrer la personne qui est déléguée aux solidarités, qui est Madame Marie-Dominique Dressé, il me semble. On a dû la rencontrer, lui expliquer... des affaires sociales. Tout à fait. Donc on a dû la rencontrer et lui expliquer les tenants et les aboutissants de cette association, qu'est-ce qu'on voulait faire. Voilà. On a dû expliquer un peu qu'est-ce qu'on allait faire. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi je vous suis sur votre page, c'est Aziz, les Compagnons de l'Espoir. Je vous suis régulièrement sur votre page Facebook. J'aime énormément vos photos, ce que vous faites. Votre travail est un travail très honorable. Je pense qu'il faut lancer un appel. S'il y a des personnes à Strasbourg qui sont intéressées justement pour vous filer un coup de main ou même faire des collectes de dons, des dons, des commerçants ou d'autres personnes, ça peut être des individus ou des familles. Moi, je sais que je connaissais une mère de famille qui faisait de la soupe tous les dimanches et qui vous ramenait de la soupe une fois par semaine, juste de la soupe. Donc on lance un appel pour les familles, les mères, les hommes, les enfants, ceux qui sont intéressés, qui veulent aider justement les plus démunis, sans faire de différenciation de couleur de peau, d'origine ou d'ethnie, juste aider le plus démuni parce qu'il est dans le besoin. Tout à fait. Et surtout que nous rentrons à grands pas vers la période hivernale.
Donc bravo à vous et très bonne continuation. Mais le débat n'est pas fini, on va vous reposer d'autres questions. Voilà. Il n'y a pas de problème. Nous passons Qui va sortir de votre contexte. Hein. Voilà. On passe à Yanis, la parole est à Yanis Mahil. Donc Yanis Mahil, en quelques mots, est un franc-comtois, donc né à Belfort. Aujourd'hui, il est strasbourgeois, doctorant à l'université de Strasbourg en islamologie. Lui-même, il a une licence en droit. Donc j'aimerais juste te poser une question. On a une actualité qui est assez bouillonnante actuellement avec le référendum en Catalogne, avec les attentats, les deux attentats, les deux, je dis un, donc à Las Vegas qui s'est passé hier soir. L'autre, c'est plus, il s'apparente que c'est un incendie criminel donc à Mulhouse, dans la ville de Bourswiller, mais on va revenir par la suite dans le débat. Donc nos premières pensées vont aux familles des victimes. On présente toutes nos sincères condoléances, que ce soit aux familles qui habitaient à Mulhouse ou même aux Américains qui sont aujourd'hui à Las Vegas. Est-ce que dans tout ce débat-là, je veux dire, il y a eu un attentat à Las Vegas, Daesh l'a revendiqué, Bush ne l'a pas repris dans ses propos. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est Daesh? Également avec ce qui s'est passé à Marseille, j'aimerais savoir votre analyse sur Las Vegas et ce qui s'est passé aussi ce week-end à Marseille, parce que les deux filles ont été tuées par quelqu'un. On a dit que c'est Daesh qui a revendiqué donc l'assaut, alors que le jeune était en garde à vue quelques jours avant. Quel est le lien? Apparemment, c'était quelqu'un qui est connu des milieux carcérales. Il était en situation irrégulière. Est-ce que c'est vraiment Daesh ou est-ce que c'est... Ou Daesh saute sur chaque occasion pour vraiment... Non, bon, déjà, chaque cas est différent, donc il faut une analyse précise pour chaque cas. Ensuite, les choses sont liées aussi aux évolutions des différentes enquêtes. Pour ce qui est de Marseille, par rapport aux informations que j'ai eues, effectivement, il semblerait que la personne se revendiquait en tant que personne affiliée idéologiquement à la mouvance qu'on appelle extrémiste. Ensuite, il n'y a aucune confirmation sur son appartenance réelle à tel ou tel mouvement. Donc là, il faudra voir les évolutions de l'enquête. Il se peut aussi que c'était quelqu'un de déséquilibré sur le plan psychologique et qui, à un moment donné, a commis un acte irréparable, un acte meurtrier. Et les organisations sur le plan international vont essayer de récupérer ça et de revendiquer l'acte. C'est arrivé dans d'autres cas. Pour ce qui est de Las Vegas, d'après les informations que j'ai eues, il y a effectivement eu des déclarations marginales affirmant que la personne s'était convertie il y a quelques mois à l'islam et qu'elle serait peut-être liée à la mouvance extrémiste. Mais pour l'instant, ce que nous disent les enquêteurs, ce que dit le FBI, c'est qu'il n'y a aucun élément qui permet de l'affirmer. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est quand même une attaque de grande ampleur. On parlait, d'après les derniers chiffres, de 58 morts. Et donc, on verra ce que l'enquête nous dit. Mais quoi qu'il en soit, c'est un acte criminel qu'il faut condamner de la manière la plus sévère. C'est vrai. Concernant Bourswiller, je veux dire, l'incendie a eu lieu hier soir. Il y a eu une mise en garde à vue donc, d'un jeune de 28 ans. Je l'ai relu dans les DNA ce matin. Le procureur de la République a fait une conférence de presse à 16h30. Il y a 5 décès, dont 4 enfants, dont 3 qui sont originaires de Turquie. Le consul général de Turquie s'est déplacé sur place. Et alors, d'abord, on disait que c'était l'installation électrique qui était vétuste. Au fur et à mesure de la journée, on a compris que c'était un incendie criminel. Et le procureur de la République a tranché en fin d'après-midi. Il a dit probablement c'est un incendie criminel. Alors on ne connaît pas de quelle origine est le monsieur de 28 ans. C'était quoi? C'est ce qui a incité ou qui l'a poussé à réagir de cette manière-là. Et je vous repose une autre question parallèlement à celle-ci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en France, avec tout le tapage médiatique qu'il y a aujourd'hui sur l'islam en France, l'islam de France, l'islam radical, Daesh, je veux dire, on est sur une confusion de genre, qu'à un moment donné, on est dans un pays où des personnes qui sont déséquilibrées, qui ont des vrais problèmes, que ce discours, quelque part, incite ces personnes-là à réagir. Oui, alors déjà, sur le cas de Bourswiller, on n'a pas encore tous les éléments. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 5 morts et que c'est dramatique. Aujourd'hui, les autorités judiciaires privilégient la piste criminelle. Donc ça, c'est établi. Ensuite, selon la personne qui est accusée, pour l'instant, avait des antécédents en termes d'incendie volontaire, etc. Mais on ne peut pas affirmer qu'il y avait un mobile raciste. Mais peut-être que la suite de l'enquête permettra de l'affirmer. Au-delà de ça, sur la question de l'islamophobie et du racisme de manière plus générale, effectivement, on voit en France depuis un certain nombre d'années une banalisation de la parole islamophobe sur le plan médiatique, sur le plan politique. Et effectivement, cette banalisation, cette promotion d'une forme de racisme
qui se voudrait respectable peut, au niveau de la base, au niveau de gens fragiles, au niveau de gens déséquilibrés, engendrer un certain nombre d'actes qui vont dans le sens de la violence, voire dans le sens de crimes. Et ça a existé dans d'autres pays, et ça peut arriver en France. Et donc il faut se méfier. Et c'est pour ça qu'on alerte à chaque fois un peu plus les pouvoirs publics sur la nocivité pour notre société de l'islamophobie, qui, au-delà des discriminations, peut parfois avoir des conséquences très dramatiques. Juste une question pour revenir sur le référendum en Catalogne. Par exemple, le week-end dernier, lundi dernier, nous avons vécu un référendum au nord de l'Irak. Je veux dire, il y a eu, on a parlé dans toute la presse étrangère, tous les médias, la presse écrite et dans les débats télévisés. Il y a eu un référendum aussi ce week-end dernier, donc dimanche en Espagne. On dirait qu'il y a deux poids, deux mesures. L'un, l'Union européenne a pris une position en disant on n'accepte pas, s'il y a un référendum, on ne vous reconnaît pas. Je caricature un peu. Alors que l'autre, politiquement, il a quand même été un peu soutenu. Même si, d'un côté, les pays occidentaux ont dit, écoutez, pas de référendum, mais on dirait qu'il y avait des émissaires pour que le référendum puisse aboutir. Et on a appris aussi cette semaine que Macron s'est mis quand même en médiateur. Il a accepté avec Bernard-Henri Lévy d'être un médiateur, justement, pour parler avec les pays voisins. Il n'y a pas quand même deux poids, deux mesures, vous n'avez pas ce sentiment-là? Il y a clairement un deux poids, deux mesures, mais avant de vous répondre là-dessus, de manière plus générale, c'est assez intéressant, mais en même temps paradoxal, de voir qu'à une époque où on parle de relativiser les frontières, de globalisation, de mondialisation, de villagisation du monde, le monde qui serait devenu un village, on a de plus en plus, ici et là, des volontés de séparatisme régional. Et donc c'est un paradoxe qui est intéressant à analyser, mais bien sûr il y a un deux poids deux mesures parce qu'on sait que les positionnements sont très souvent liés à des réalités politiques, idéologiques, et qu'il y a un soutien de certaines forces politiques et idéologiques à l'indépendance du Kurdistan au nord de l'Irak, parce que ça permet une destruction de ce qui restait de l'État irakien, une division régionale, et que ça favorise une déstabilisation que certains souhaitent de leur vœu, et c'était d'ailleurs finalement un des objectifs de l'intervention américaine dans la région, qui a complètement déstructuré le Moyen-Orient. Et dans le même temps, quand on voit la Catalogne, qui fait partie de l'Espagne, donc membre de l'Union européenne, forcément les positions sont différentes. Et la condamnation, par exemple, de la répression des manifestants en Catalogne était beaucoup plus modérée. C'est le moins qu'on puisse dire. On parle simplement j'ai vu que un des responsables du Conseil de l'Europe parlait simplement de modérer l'usage de la force. Donc on est bien loin de ce qu'on a pu entendre dans d'autres situations. Donc effectivement, il y a un deux poids, deux mesures. Et on le sait, il est toujours lié à des raisons politiques, à des positionnements géostratégiques, voire à des positionnements et des intérêts économiques. Est-ce que la force qui a été utilisée en Catalogne était en même temps un message pour d'autres régions en Europe, comme les Flamands, ou en France, nous avons le souci avec la Corse. Il y a d'autres régions en Europe qui sont très sensibles à ce niveau-là. Je pense que ce qui explique en tout cas le positionnement de la France, qui aujourd'hui globalement soutient l'État central espagnol, est lié à une crainte de l'État français de voir, par ce qui se passe en Catalogne, le conflit basque renaître du côté français, notamment avec le passif de l'ETA, etc. Et bien sûr donner aussi des idées à ce qui peut se passer en Bretagne ou en Corse. Tout à fait. C'est sûr que la France a un passif là-dessus, et il pourrait y avoir des conséquences sur notre propre sol. Donc ça explique aussi le positionnement politique. Aziz, on revient auprès de toi. Juste combien de membres vous avez? C'est-à-dire que votre association, c'est tous les dimanches après-midi au Quai Corps. Combien de membres vous avez? C'est-à-dire c'est combien de mobilisations? Combien de bénévoles il vous faut pour faire une maraude? On va dire tous les dimanches, combien de personnes il vous faut? Alors, concrètement, pour faire une maraude, 5-6 personnes suffisent, mais ça peut aller beaucoup plus. Mais alors, en sachant qu'on fait... Seulement 5-6? Ah oui. Ça, c'est uniquement pour la distribution? C'est pour la distribution, pour aller à la rencontre des personnes qui sont dans la rue, aller dans leur lieu, là où ils dorment, sous les ponts. Par exemple, chez nous à Strasbourg, c'est à l'ES, là où il y a l'électricité Strasbourg. On a quelques spots où on sait la place d'Austerlitz, on sait qu'il y en a, on sait qu'il y en a là, etc. Les coins, ça c'est des maraudes, on appelle ça des maraudes, c'est-à-dire du verbe marauder, c'est-à-dire tourner, voilà. Mais au point fixe, il nous faut au moins une quinzaine de personnes. Oui, quand même. Alors, chaque dimanche, on doit mobiliser à peu près une trentaine de personnes. Vous avez votre groupe WhatsApp, vous communiquez entre vous par mail, par de toute SMS. façon, l'action en elle-même, elle s'est... la mobilisation qu'il y a eu, elle s'est passée via les réseaux sociaux. Hein. Donc, même via le projet qu'on a eu, qu'on a en cours par rapport au puits, parce qu'on
On a fait en parallèle, on est en train d'essayer de construire un puits au Sénégal avec l'imam dans le village du Cher Salah. Voilà, donc l'imam de la Méno. L'imam de la Méno, qui avait dans son village, ils avaient un besoin d'un puits, etc. Pendant ce mois de Ramadan, on s'était lancé comme objectif de faire ça, de l'aider à avoir un puits dans son village. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans son village, il restait toute une nuit en attendant pour tirer de l'eau et tout, etc. Donc voilà, il y avait des petits soucis, quoi. Mais c'est pour te dire, voilà, ça va le réseau social, enfin les réseaux sociaux, on est allé là, on va sur autre chose complètement. En fait, vous touchez tous les secteurs sur l'humanitaire. Exactement. Où il y a un besoin, vous êtes là. Mourad, je ne sais pas si tu sais, Aziz, lorsqu'il fait sur le point fixe, c'est-à-dire le quai Corps, lorsqu'ils font la distribution, il est avec son épouse et ses enfants. Donc chaque week-end, il n'est pas tout seul. Il le fait en famille. Et c'est important en termes de message. C'est très important. Donc dimanche prochain, on t'attend, Mourad, avec tes enfants ce dimanche. Tu me diras la prochaine fois quand tu es sur le plateau. Il n'y a pas de problème. Si Mourad est venu avec ses enfants et avec son épouse. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir d'aider ce genre d'amis qui ont ces initiatives. Merci. Voilà. Aziz, oui. Il y a quand même en France, j'aimerais juste avoir ton avis, Yanis, sur cette question. Il y a quand même un phénomène en France, je le vois, par exemple avec ce qui s'est passé en Birmanie avec les Rohingyas, l'affaire de Moussa l'été dernier, au printemps dernier, à Paris, en région lyonnaise, à Marseille, il y a un phénomène de ces dernières années où il y a les jeunes issus de l'immigration de confession musulmane, deuxième voire troisième génération, qui ne sont pas engagés dans les lieux de culte, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des fédérations, dans des fédérations de tête de pont, qui n'ont pas une responsabilité. On dirait qu'il y a un glissement à juste titre vers de l'humanitaire, avec, comme tu l'as très bien décrit, avec une éthique, même si vous n'êtes pas une association, j'ai très bien compris, communautaire et religieuse, mais vous avez une éthique spirituelle musulmane, qui sont vos convictions et qui vous poussent à réagir de cette manière-là. Et on dirait qu'en France, ces dernières années, on a de plus en plus de jeunes qui s'investissent dans ce type d'initiative. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les associations, on va dire, de notables, je caricature un peu les grandes fédérations existantes, ou c'est parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et qu'ils le font? Alors on commence par toi, Aziz. Moi, si je peux te répondre, ça va, mais parce que ça va dans la droite ligne de nos valeurs musulmanes et de nos convictions propres, qui sont celles que nous a inculquées notre prophète. Donc, venir en aide à l'orphelin, aux voyageurs, à la personne qui est en situation de détresse. Et ça, on le fait avec sincérité et surtout sans rien vouloir en retour, mais parce que ça fait partie de notre conviction propre. Et pourquoi nous on s'engage dans ces choses-là? Mais parce que c'est naturel. Et effectivement, tu l'as très bien souligné, mais peut-être parce que certains n'arrivent pas ou ne peuvent pas accéder peut-être à avoir des... Ils n'ont pas dans leur calendrier, voilà. Ils n'ont pas dans leur prévision. En tout cas, pour ma part, si je l'ai fait, si je me suis engagé dans la voie humanitaire, c'était parce que déjà j'avais cette fibre peut-être humanitaire. Moi, étant plus jeune, j'étais touché par tout ce qui était restaurant du cœur, tout ce qui a été fait en direction des pays d'Afrique de l'Ouest, même, voilà, celle de la Corne de l'Afrique en Somalie, tout ça. Moi, ça m'a énormément touché. Et j'appelais de tous mes voeux de pouvoir un jour participer et faire quelque chose. Et Allah te l'a permis. Tout à fait. Yanis? Non, mais moi je pense que c'est une bonne chose et c'est tout à fait naturel parce que les musulmans de France n'ont pas vocation à uniquement s'impliquer dans les structures cultuelles. Et au contraire, si on parle d'un point de vue islamique, l'éthique musulmane invite l'ensemble des musulmans à s'engager en faveur de la justice, en faveur de la solidarité pour les plus pauvres, les plus démunis, les opprimés.
Et même si on a un souci particulier aussi pour la communauté musulmane en France ou à travers le monde, l'islam nous invite aussi à essayer de servir l'humain, de servir l'intérêt général. Comme je le répète souvent, servir Dieu, c'est servir les hommes, et servir les hommes, c'est servir Dieu. Et donc, quand un certain nombre de jeunes musulmans ou de moins jeunes s'impliquent dans des causes humanitaires, pour les plus pauvres ici en France ou ailleurs, pour la construction de puits, pour la construction d'écoles, pour des peuples opprimés comme les Rohingyas actuellement, c'est dans la droite ligne de ce que nous enseigne l'islam, et c'est une bonne chose, et ça nous permet à la fois d'être au service de notre pays, d'être au service de l'humanité, d'être au service de Dieu d'un point de vue de notre foi. Tu l'as très bien résumé. Je pense que c'était un peu les mots de la fin. C'est vrai. Donc je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier Merci à vous. donc, Aziz Ajaoun, président de l'association des compagnons de l'espoir. De l'espoir. Et Yanis Mahil, islamologue. Et Yanis, c'est quand que tu deviens président d'association? Tu ne crées pas une association de jeunes musulmans engagés comme toi, Il est un intellectuels? peu dans toutes les associations, il est en train de donner un peu Il faut de qu'on main. te met aussi un titre de président d'association musulmane. Non. Pour l'instant, j'essaye de continuer mon travail, que ce soit l'engagement de terrain ou la réflexion intellectuelle, et on verra ce que l'avenir sera, Inch'Allah. Machallah. En tout cas, l'écran de France Média TV, elle est à vous. Donc, quand vous voulez passer des messages, n'hésitez surtout pas, Merci. repassez. Avec plaisir. Et donc, ça sera avec plaisir. Merci de votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je remercie encore une fois donc Aziz Ajaoun, président des Compagnons de l'Espoir, Yanis Mahil et mon ami fidèle Murat Yozgat, qui est également, tu sais, je sais pas si tu le sais Yanis, c'est mon copain de lycée. Nous étions en classe de langue turque ensemble. Et nous étions dans des oppositions philosophiques et politiques un peu différentes à l'époque. Voilà. Donc pour terminer, merci encore une fois, salam alaikum, et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci.